Avant d'accueillir l'équipe de Normal, dont on a le plaisir de vous proposer l'avant-première aujourd'hui, je vais tout d'abord remercier nos amis de l'association Rocaro Méliès, qui sont partenaires de cette séance, et voilà, avec lesquels on a toujours plaisir à travailler, l'association de spectateurs du cinéma, qui ont choisi ce film aujourd'hui pour leurs adhérents. Et pour vous présenter Normal, j'appelle à me rejoindre le réalisateur Olivier Babinet et les scénaristes Juliette Salès et Fabien Suarez. Bonsoir. Merci à tous les trois de votre présence. Merci à vous. Donc on va se retrouver à l'issue de la séance pour parler du film, et vous voulez peut-être dire quelques mots d'introduction pour cette avant-première ? Je peux peut-être raconter comment ça a commencé grâce à vous. Vas-y. Et puis après, fonce. Non mais parce que ça prend beaucoup de temps d'écrire des films. On met des années, et puis moi j'avais envie de tourner des films plus souvent. Et j'ai eu la chance, par une personne interposée, que Juliette et Fabien m'envoient une pièce de théâtre dont ils avaient acheté les droits, qui est une pièce anglaise de David Gregg, un auteur anglais. Et cette pièce m'a énormément plu. Et vous aviez pensé à moi parce qu'ils avaient vu un de mes films qui s'appelle Swagger, où j'ai travaillé beaucoup avec des enfants et des adolescents à Aulnay-sous-Bois, en faisant des ateliers d'écriture et de réalisation avec eux. Et il se trouve que cet auteur anglais a fait des ateliers avec des jeunes qu'on appelle des jeunes aidants. Donc c'est des jeunes adolescents qui vivent avec un parent isolé, malade, toxicomane, alcoolique, donc qui ont beaucoup de responsabilités sur les épaules. Et il a fait un atelier d'écriture avec eux, et il leur a dit, à l'issue de ces ateliers, je vous préviens, j'écrirai une pièce de théâtre, vous n'aurez pas votre mot à dire, je vais m'inspirer de vos histoires, donc je voulais être cash avec vous, quoi. Et les jeunes lui ont dit, d'accord, mais à deux conditions, on veut que ça soit drôle et qu'on n'ait pas pitié de nous. Parce que moi, je trouvais de formidables postulats de départ, et puis ça ressemblait, je dirais, la manière dont j'avais abordé le travail, et avec des adolescents Aulnay, et puis en réalisant Swagger. Voilà. Donc je vous remercie beaucoup, parce que sans vous, on ne serait pas là. Voilà. Et nous, on est très contents d'être là, très contents d'être parmi vous. Effectivement, comme dit Olivier, ça a mis du temps. Donc je crois qu'on a vu cette pièce dans un théâtre du 12e arrondissement il y a plus de 4 ans, maintenant. Et dès qu'on a vu la pièce, on est vraiment tombé amoureux de cette histoire. On l'a trouvée formidable. Et effectivement, on a été acheter les droits à l'auteur qui est écossais, en fait. Et dans la même semaine, la vie fait bien les choses. On a vu Swagger qui sortait à ce moment-là. Et on est allé voir Olivier. Et voilà. Et c'était la bonne personne. J'espère, vous verrez. Oui, tu l'écoutes. Alors, vous laissez voir le film et vous dire aussi qu'on est très ému parce que c'est la première coproduction. On est aussi coproducteur du film. Et donc pour nous, c'est un baptême du feu. On est content d'être scénariste. On est aussi coproducteur. Et donc du coup, ça fait 4 ans qu'on attend ce moment. Et on a vu Olivier en tenue anti-Covid. Ça a été un tournage pendant le Covid. Donc en plus, ça rend les choses le plus agréable de tout d'un coup le voir, de voir le résultat. On espère évidemment que ça vous plaira. On a hâte d'en parler avec vous. Okay. Et donc on viendra après le générique de fin pour parler. Merci. Merci à tous les trois. Donc c'est parti de Super, suivi de Normal. Très bonne séance et à tout à l'heure. Olivier Babinet, Juliette Salès, Fabien Suarez. Merci. Je vais... alors on est là pour échanger, je vais poser peut-être une ou deux premières questions, mais dès que vous avez envie d'intervenir, vous levez la main, je vous verrai. Comme vous avez parlé en introduction du rapport à la pièce et du fait que vous aviez pensé à Olivier
rapport à son film Swagger et à peut-être un désir de filmer des adolescents. Moi, c'est vraiment une chose que je trouve vraiment très très belle dans ce film, c'est ce personnage d'adolescente. Au cinéma, on leur rend pas toujours vraiment justice. Et là, on a une jeune fille qui a le droit d'avoir de la grâce, de la pudeur, une individualité, un univers. Et je voulais peut-être commencer par savoir comment vous vous étiez attaché à ça à travers l'écriture, ou comment est-ce que cet aspect-là de la personnalité de ce personnage, si ça avait été important pour vous de respecter ça, et comment vous l'aviez travaillé. C'est une question un peu... Pour le coup, effectivement, dans la pièce, le personnage de Lucie, qui s'appelle pas Lucie dans la pièce, mais il est très central, il est très important, et je crois que c'est ce qui nous a beaucoup touchés tous. Je crois que c'est aussi ce qui a touché Olivier, il va vous le dire, mais c'est que c'était cette jeune fille qui à la fois s'occupe de son père, mais en même temps vit sa vie d'adolescente, est pleine de pulsions, de contradictions, d'amour pour son père, mais aussi de grande terreur de le voir malade, et qui avait dans ce personnage une grande, à la fois beaucoup de profondeur et beaucoup d'humour, vraiment beaucoup d'humour dès la pièce. Et je crois que dans l'adaptation, c'est vraiment ce qu'on a essayé de conserver. S'il y a une chose à laquelle on a essayé d'être très fidèle, c'est à cet esprit et à ce ton très spécial qu'elle avait dans la pièce. Il y a quelque chose qui nous a aidé aussi à caractériser le personnage, c'est son imaginaire. Et la première fois faut qu'on remercie quelqu'un qui nous a finalement reliés et qui a fait que Olivier a accepté de travailler avec nous, c'est Miyazaki. Parce qu'on en a parlé les premières fois où on s'est vu, on s'est dit mais c'est quoi son imaginaire à elle finalement, les monstres, ses cauchemars, etc. Et en construisant cet imaginaire-là, ces cauchemars, j'ai l'impression qu'on a aussi construit le personnage et ce qui l'habitait, ce qui la terrorisait. Miyazaki, il y a beaucoup de gens qui connaissent, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un réalisateur d'animation japonais qui est un génie, qu'on aime énormément, qui a fait Mon voisin Totoro, à mettre entre Fellini et je ne sais pas qui, mais c'est un grand réalisateur. Oui, alors Tim Burton... Non, mais en fait... Il y a des yeux qui... C'est pas tort, Miyazaki. Ouais, c'est pas tort, un petit peu quand même. Il peut y avoir des choses assez impressionnantes chez Miyazaki quand ses parents sont transformés en cochons. Chihiro. Mais après, on n'a pas tellement pensé à Burton, mais c'est vrai qu'elle a un poster de Edouard Romain d'Argent dans sa chambre, et on dira, alors je sais pas si c'est au scénario après et tout, mais moi j'ai pensé un peu à Burton avec la maison. Quand on a trouvé cette maison, parce qu'on a quadrillé, ça se passe à Chelles, donc c'est une banlieue de Paris, où il y a beaucoup de vide, moi c'est ce qui me plaisait. Parce qu'on s'était dit ça, qu'elle grandit dans un endroit où il n'y a pas grand-chose à faire. Et c'est pour ça qu'elle a développé un imaginaire comme ça. Et cette maison, on l'a trouvée dans un quartier où il n'y a que des gens du voyage, au bord de la Marne. Elle était vraiment au bout du bout. Et elle a une espèce de clôture, de mur autour, un peu gothique, mais version gitan de Chelles. Mais il y a un côté, c'est la maison. Moi, je pensais à Edouard Romain d'Argent, qui est un outsider et qui vit dans une espèce de château gothique, loin du reste des habitants. Donc, il y avait un petit peu ce truc-là. Et peut-être le personnage d'Étienne, qui est là, qui se maquille, qui est un peu à part complètement. Mais voilà, c'est peut-être ça les traces de Burton dedans. Et pour répondre aussi au personnage, je pense que ce qui nous a plu tous les trois, et où là on s'est identifiés tous les trois, c'est que notre métier, c'est d'écrire des histoires. Et ça nous aide aussi à vivre. On traverse les uns et les autres des moments joyeux, mais des moments moins joyeux. Et l'écriture, comme Lucie, nous aide à vivre. J'ai pas envie de parler forcément de mélange de genres, parce que c'est pas envie forcément de définir le film dans un genre particulier, mais quand même, tu t'autorises vraiment d'être dans beaucoup d'imaginaires cinématographiques différents, du cinéma américain, du cinéma français. Enfin, il y a beaucoup oui, tu parlais de Miyazaki, mais beaucoup
d'influences ou en tout cas d'imaginaires qui sont là. Je voulais savoir un petit peu quelles étaient pour toi les références un petit peu auxquelles tu avais pensé dans... Après, les cinéastes françaises ont toujours été très influencés par le cinéma américain, parce que forcément, c'est Hollywood, ça date Godard quand il fait À bout de souffle, Belmondo il se prend pour Bogart, il fait les mêmes gestes que Bogart, il a un chapeau, il y a du jazz, il y a des voitures américaines, Melville il met des stores aux fenêtres et il fait une espèce de cinéma qui emprunte au cinéma américain. Puis ce qui est super, c'est qu'il y a eu des allers-retours parce qu'après Tarantino appelle sa boîte du nom d'un film de Godard et tout. Donc, mais c'est vrai que faire un film américain quand on est français, ça peut vite être ridicule parce qu'on n'a pas les moyens. Mais là, j'avais une grande chance, c'est que Lucie, c'est une adolescente et donc son imaginaire, il puise dans la culture américaine comme la plupart des adolescents, même si c'est en train de se faire supplanter par la Corée, avec la musique coréenne et tout ça qui supplante, mais c'est une autre histoire. Mais du coup, comme elle regarde, comme Justine, la comédienne Justine, elle regarde que des séries américaines. Elle savait même pas qui était Benoît Poelvoorde, elle n'en avait jamais entendu parler. C'était ce qui était super d'ailleurs. Moi j'étais content de ça parce que ça l'a fait un peu redescendre lui. Mais quand elle lui a dit ça. Moi je lui ai dit, tu sais, elle n'a jamais entendu parler de toi. Il a dit, quoi, t'as grandi dans une grotte ou quoi? Mais c'était bien parce que ça le faisait. Moi je voulais un peu lui mettre quelqu'un en face. Justement, elle n'était pas impressionnée par lui. Je change de sujet. Non mais du coup, on peut peut-être... Alors comment vous l'avez trouvé? Je répète la question de matin. Justine Lacroix, elle a tourné dans un film que je n'ai pas vu, mais où elle est très bien dedans. Mais en fait, Justine, elle vient de Lorraine. Elle a grandi à côté de Forbach. Elle était au FC Metz en foot. Elle faisait du foot. Et puis un jour, il y a une équipe de gens qui cherchaient quelqu'un pour un film, qui sont venus dans son collège. Ils cherchaient une fille avec un mauvais caractère. Ils voient cette fille qui faisait la gueule, qui les envoyait promener quand ils sont allés la voir. Lui, il ne voudrait pas participer au casting. Et puis le soir, elle a raconté ça à sa mère. Elle a dit, mais Justine, rappelle-les et tout. Donc elle se destinait absolument pas au cinéma, elle vient absolument pas d'un milieu de cinéma. C'est une famille qui ont beaucoup de chômage, beaucoup de problèmes de fric. Je veux dire, elle a un petit frère autiste dont elle s'est beaucoup occupée. Tous ses cachets de cinéma, elle les donne à sa famille et tout ça. Et donc, bref, elle avait fait ce film, elle s'est retrouvée au César, nommée pour son premier film. Et puis nous on a vu plein de filles de toute la France. Et puis un jour il y a eu cet essai qui moi m'a beaucoup touché, cet essai de Justine. Mais je n'avais pas vu le film dans lequel elle était. Mais moi ça m'a beaucoup ému. Et plus je regardais, ce qui m'émouvait beaucoup, c'était un petit essai où elle devait défendre face à au proviseur de son collège, qui était donc joué par l'assistant de la directrice de casting, et elle devait défendre le fait qu'elle voulait rester avec son père. Et sa manière de dire papa avec son accent, ça m'a en fait plus je regardais, plus ça me bouleversait. Et voilà. Et puis finalement, et après on hésitait, on n'était pas forcément d'accord et tout, donc on a fait faire des essais à Benoît avec 4 filles différentes. Et Benoît est arrivé, ce qu'il n'a pas du tout fait sur le tournage, voilà, très peu. Il est arrivé vraiment bien. Il était là, quoi. Genre. Et donc c'est papa qui arrive, et papa a bu, et papa est à moitié cinglé. Et elle, j'ai vu qu'elle arrivait à résister à ça, quoi. Elle n'avait pas froid aux yeux. Et à un moment, je lui ai demandé, donc, il faisait une impro, et je lui ai dit, bon, bah, maintenant tu le remets à sa place. Et elle l'a fait. J'ai vu qu'elle avait cette force de caractère pour faire ça. Après, ce qui a été intéressant, c'est qu'il y avait une fille plus jeune, parce qu'on s'interrogeait sur l'âge de l'actrice, et là, il a joué complètement différemment avec cette fille plus jeune, et il était beaucoup plus protecteur, là où, avec Justine notamment, il était un peu à faire des plaisanteries comme il peut faire, provocatrice, lourd, un peu égrillard comme ça,
Mais avec la fille plus jeune, il était beaucoup plus protecteur. Et puis moi, je lui ai dit après, il faut que tu joues comme ça, comme si tu n'avais pas vu qu'elle a grandi ta fille, tu la vois encore comme une petite fille. Ça nous a aidé. Quand on a vu les castings, c'était marrant parce qu'effectivement, on a eu une grosse discussion sur l'âge, parce qu'on avait l'impression qu'elle faisait presque trop âgée par rapport à ce qu'elle encaissait, par rapport à ce qu'elle vivait, etc. Et on était vraiment assez convaincus, par ailleurs, Juliette et moi, de ça. Et Olivier voyait la sensibilité qu'elle pouvait avoir. On voyait aussi, c'est-à-dire qu'elle jouait vraiment très très bien, elle était vraiment le personnage, mais il y avait un truc à l'image. Et Olivier a eu une idée c'est comme quoi le pouvoir des accessoires. Il nous a dit, on va essayer de la faire jouer avec des lunettes. Et à partir du moment où il lui a mis des lunettes, il y a eu un coup de rajeunissement, où il y a eu un coup, et on a complètement vu le personnage et on a complètement compris ce qu'il voyait derrière ça. Les lunettes, ça a changé, je ne sais pas si vous le sentez dans le film, mais ça lui donne une candeur, une jeunesse, et c'était parti. Il y a aussi que Justine, dans la vraie vie, elle n'est pas du tout littéraire. Je veux dire, elle avait été terrorisée à l'idée de dire la voix off et tout ça, parce qu'elle lit pas beaucoup, mais moi je l'aime beaucoup pour ça, parce elle assume totalement ce qu'elle est. L'autre fois, on était au restaurant, elle savait pas sorbet, elle savait pas ce que ça voulait dire. Elle demandait, ça veut dire quoi sorbet et puis elle est en train elle est jeune, elle est en train d'apprendre et de regarder des films français, de se forcer à regarder des films Un bout français. de souffle, non? Non, mais je lui ai demandé de regarder 400 coups. Il n'a pas du tout aimé. Mais bon. Mais tout ça pour dire quoi? Que oui, c'est cet aspect un peu littéraire du personnage, et ça c'est vrai que c'était éloigné de ce qu'elle est dans la vraie vie. Mais le fait de lui mettre des lunettes, puis c'était aussi la rendre un peu plus... Parce que le moment, moi j'aime beaucoup la scène où elle détache ses cheveux, et tout d'un coup elle est magnifique et tout, elle pique un phare là, avec Joseph, et donc il fallait aussi la rendre plus discrète, la fille qu'on ne remarque pas, qui est un peu couleur muraille. On en a tous, on l'a été, où on a connu ça dans nos collèges, dans nos écoles. Les gens, ils sont pas populaires, ils sont pas, voilà, on fait pas forcément attention à eux. Elle est au fond de la classe, et en fait elle a tout un monde à l'intérieur. Oui, parce que lui mettre des lunettes, ça permet de lui enlever dans cette scène, justement. Ça lui permet de lui enlever, exactement. Et de lui détacher les cheveux. C'est pour ça qu'elle avait les cheveux tout le temps attachés. On peut peut-être aussi parler de Benoît Poelvoorde, puisqu'il en a été question. Lui, il est arrivé à quel moment sur le projet? Parce que c'est quand même une idée sur le papier qui peut être un peu étonnante, de lui faire jouer le rôle d'un père de famille, bon, j'ai pas envie de dire... malgré sa maladie, et puis surtout de le ralentir en fait avec Savecki, avec lui qui est quand même un petit peu, comme tu disais, à 200 à l'heure. À quel moment est-ce qu'il a été pensé sur le film? Très vite. Très vite, vraiment très vite. C'était le premier choix, de toute façon, je crois. Ouais. Pas tout à fait, mais on va dire ça. Ouais. Non, c'était le premier choix. Non, mais il y avait une évidence, à partir du moment où il est arrivé, qu'il a fait les lectures, il y avait une évidence que ce soit... Il a une telle sensibilité, il dit pareil, il amène l'humour qu'on voulait absolument tous les trois, qui est très présent dans la pièce, et en même temps le côté dramatique, sensible, c'est un beau rôle, il est vraiment chaud. Nous, on est vraiment hyper contents de comment il est dans le film. Après, moi, pendant des années, je me disais, je pourrais pas faire un film avec Poelvoorde. Pour moi, c'était vraiment l'épouvantail, c'est-à-dire... parce qu'il est tellement exubérant, tellement brillant, il est suprêmement intelligent. Je veux dire, il n'arrête pas de parler, il est extrêmement cultivé, ça on le découvre. Il peut être très lourd, très grossier, mais c'est un mutant, il a un cerveau, je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais c'est vraiment spécial. Mais disons que quand je le voyais dans les interviews tout le temps, je me disais, mais je pourrais pas lui... Il va pas m'écouter, quoi. Il va jamais écouter ce que j'ai à lui dire et tout. Et puis, quand on a commencé à évoquer son nom, je me sentais un peu plus aguerri. Je me dis, bon, je vais le rencontrer. Puis on a rendez-vous dans un hôtel. Il est en promo pour un autre film. Donc, Benoît, très vite, dès qu'il y a plus de 2-3 personnes, il est un public. Donc, il part. Donc, j'arrive, j'étais trempé, j'avais traversé Paris à vélo. Il était avec une comédienne, sa maquilleuse, sa coiffeuse, donc il m'appelle Rabinet, quoi, il trompe de nom. Il me dit, mais vous avez fait des films? Il n'était même pas au courant que j'avais fait des films. Je lui dis, bah oui, quand même, j'en ai fait un, il s'appelle Robert Michou-Mémor. Ah oui, j'ai vu l'affiche au studio L'Équipe à Bruxelles. Ah oui, elle est bien l'affiche. Alors là, j'ai marqué un point parce qu'il se souvenait de l'affiche.
Mais après, elles sont parties, on est restés tous les deux et on a parlé. Et moi, j'avais regardé des interviews de lui sur Internet parce que on le voyait tout le temps génial, mais un peu vraiment exubérant. Et puis il y avait quelques interviews où il tombait le masque, où il disait qu'il en était fatigué, il en avait marre de faire le clown des fois, ou qu'il avait accepté trop de films, que ça l'avait déprimé parce qu'il jouait des fois dans des mauvais films. Puis je m'étais dit, tiens, là, en voyant ces vidéos, je m'étais dit, tout d'un coup, on peut avoir accès à lui, quoi, derrière le... Et en fait, c'est ce qui s'est produit pendant ce rendez-vous qu'on a eu, qui a commencé à 16h, et on devait rester une demi-heure ensemble. Bon, ça s'est terminé à 1h du matin, on a bu 14 whisky, mais on s'est bien entendu. On a parlé, quoi. On a parlé, et puis lui, il le dit, là, maintenant, il n'avait pas lu le scénario. En fait, il dit qu'il a accepté parce qu'il y a eu cette rencontre, et il s'est dit, tiens, bon... Après ça, il n'avait pas lu le scénario, mais sur le plateau, c'est quelqu'un qui travaille énormément. C'est-à-dire qu'il connaît son texte au cordeau, toutes les prises, il les fait. Enfin, c'est un grand professionnel quand même. Bien sûr. Et c'est un très généreux comédien aussi avec ses partenaires. Avec Justine, il a été très généreux. Il l'a beaucoup aidé, soutenu dans le jeu. Je veux dire, pas seulement hors des prises, mais pendant les prises, il a beaucoup encouragé et porté. Et on connaît à quel point c'est important d'avoir en face de soi un partenaire généreux. Mais en plus, il était très... il voulait il m'écoutait beaucoup, en fait. Et puis il m'a dit, tu sais, j'ai fait plein de films où les gens, ils savent pas ce qu'ils font. Ils disent, ah tiens, vas-y, t'es marrant, improvise. Et il déteste ça, en fait. Il est très... en tout cas, il a beaucoup apprécié ça. Et moi aussi, effectivement, la moindre nuance, il fait ça, c'est une Rolls, quoi. Monsieur. Oui, bonsoir. Fallait bien qu'il y en ait un qui commence, et c'est moi. Et écoutez, félicitations pour le film. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'en ai vu plusieurs en ce moment, parce qu'on est un peu à la rue. On a vu... qu'est-ce qu'on a vu? Mon crime, Les chemins noirs, et c'était je verrai toujours vos visages. Voilà. Donc, c'était vraiment super, tous les trois. Et le vôtre est vraiment superbe aussi. Donc, j'ai deux petites questions. Pour la culture cinématographique, elle n'est pas si grande que ça, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu énormément de films sur les adolescents et l'école. Alors que l'école, on en parle sans arrêt, évidemment, toujours pour s'en plaindre. Elle n'est pas suffisamment ceci, cela. Enfin bref. Donc, si c'est le cas, ça comble un peu un vide, et c'est bien. Et puis, deuxièmement, sur le film en lui-même, c'est vrai que j'aurais bien aimé en voir un peu plus, voir qu'est-ce qu'elle allait devenir. Mais je me dis que le film a duré quand même pratiquement 2 heures et que finalement le temps a dû passer très vite. Ce qui est un beau signe. En fait, non, il dure 1h30. Voilà. Et je peux vous dire une petite anecdote, mais en Belgique, il y a un journaliste, il dit, oui, j'ai reçu le lien de votre film hier, je me suis dit, encore un film français, oh là là. Et ça dure 1h30, alors parfait. Il était très content que ça ne dure pas 2 heures. Il se plaignait de tous les films qui durent 2 heures où lui voudrait couper à 30 minutes. Mais voilà. Mais c'est vrai qu'il dure 1h30. Il est assez ramassé, le film. Mais c'est bien que ça vous ait paru 2 heures, alors que ça dure 1h30. Qu'est-ce qu'elle devient? Ah, qu'est-ce qu'elle devient dans le film, dans l'histoire? Oui, puis même ce que j'aurais pu leur faire. De quoi? Si vous aviez dit, je trouve que vous avez pu le raconter. Ah, vous avez... Il y a eu une grosse discussion pendant l'écriture, on sait beaucoup de l'espèce d'effet de boucle, c'est-à-dire qu'à la fin, ce qu'elle raconte, est-ce que c'est pas tout ce que vous venez de voir en fait? Et donc on en a beaucoup parlé, et c'est aussi pour ça que le film finit là. C'est parce qu'il y avait cette envie de se dire, en fait, ce qu'elle commence à raconter, cette histoire, etc., c'est la voix du début, c'est la même. Et est-ce que finalement, est-ce qu'elle a raconté, est-ce qu'on a vu la réalité, est-ce qu'on a vu l'histoire qu'elle a racontée, etc. Donc c'est pour ça que ça s'arrêtait, qu'on ne voulait pas en ouvrir plus, pour laisser l'imaginaire du spectateur se faire sa propre interprétation de ça. Après, moi, en tant que spectateur, j'aime assez les fins, on appelle ça des fins ouvertes, où on peut continuer justement à se raconter son histoire. Ça peut... Voilà, on s'imagine qu'est-ce qu'elle va faire, comment elle va grandir, et son père, qu'est-ce qu'il devient, est-ce qu'elle va le voir le week-end, est-ce que...
Ouais, elle va le voir. Oui. On est d'accord, elle va le voir. Non, mais je pense que c'était, comme Olivier, moi j'aime beaucoup les fins ouvertes et l'idée qu'on ne sait pas, et qu'il y a aussi dans ce plan final où elle regarde la caméra beaucoup de mystère aussi de cet âge, où en fait tout est encore possible. Mais ce qu'on aimait bien, je crois, c'est qu'au moins à la fin du film, on se dit que cette espèce de grand déséquilibre dans lequel cette famille vit est résolu. C'est-à-dire que c'est comme si le père avait retrouvé une place de père et elle a retrouvé une place d'adolescente. Et qu'au moins, cette place-là lui permet peut-être justement d'embrasser son avenir. Voilà. Et par rapport à votre première question sur l'école, dans la pièce, il n'y avait pas, ou quasiment pas, de scène d'école, puisque ça c'est censé se passer chez elle, etc. Et il n'y avait pas de spectacle à la fin, par exemple. Il n'y avait pas de spectacle à la fin. Mais on a beaucoup développé ça, aussi parce qu'on était totalement tombé amoureux de Swagger. Et pour nous, Swagger, c'est un des films, même si c'est un documentaire. Un film que j'ai fait avant. Oui, pardon. Ouais. Et qui du coup, racontait l'école, montrait l'école comme aucun. Il y a bien des films qui racontent le lycée, les galères, etc. Mais on trouvait que c'était différent. Et on avait très envie, du coup, que Lucie, elle nous raconte un peu l'école de cette manière-là. Après, on a beaucoup aussi échangé sur nos expériences. Nous, finalement, il y a un peu de nous dans la manière dont c'est dépeint, puisque le film il est un peu hors du temps aussi. C'était une volonté d'Olivier que la technologie, que tout ça, on ne puisse pas tout à fait le dater. On se dit, mais attends, c'est dans les années 90, c'est en 2020, tout se mélange un peu. Et c'est vrai que je pense que là, Swagger, le documentaire qu'avait fait Olivier, montrait une vision de l'école qu'on avait envie de mettre un peu dans le scénario et dans le film. Bonjour. Bonjour. Moi je viens au nom de l'association JAD, Jeunes Aidants Ensemble. Donc voilà, je travaille là-bas en tant que community manager. Et en fait déjà je voulais vous remercier au nom de l'association d'avoir mis en lumière les jeunes aidants. Et du coup j'avais plusieurs questions. Est-ce que vous connaissiez du coup les jeunes aidants, ou en tout cas le terme avant cette pièce, ou avant d'avoir fait ce film? Moi, je connaissais pas le terme, non. Ok. Et ça me gêne vraiment un petit peu d'être là. Mais du coup, là c'est plus juste avec vous, mais je voulais savoir après si à la fin je pouvais prendre vos coordonnées pour avoir un échange avec l'association. Oui, bien sûr. On a fait une projection à Lyon avec une association aussi, et c'était chouette parce qu'ils sont montés sur scène, témoigner. On était très émus avec Justine que ça leur ait plu et qu'elle se soit identifiée à elle, en fait. Ça nous a fait... moi franchement ça m'a fait plaisir de voir un film dessus, parce que je pense que les gens ne se rendent pas compte de la vie de ces jeunes. Et c'est surtout que, bon là elle a 15 ans, mais les jeunes aidants c'est à partir de 5 ans. Et que moi j'en ai rencontré, j'ai rencontré plein de jeunes aidants et je voulais un peu en profiter pour sensibiliser. Parce que du coup nous on travaille avec des équipes pédagogiques pour essayer de faire rentrer le terme de jeunes aidants au niveau des lycées, des collèges et des primaires. Parce que y a beaucoup d'enfants qui arrivent en retard, qui ne rendent pas les devoirs et qui ont énormément de problèmes à l'école. Alors que, en fait, moi j'ai rencontré une petite de 7 ans et demi qui s'appelle Noémie, et sa maman a un cancer du sein, et son papa est mort. Donc elle s'occupe de sa maman qui a un cancer du sein à 7 ans et demi. Et j'en connais plein comme ça, j'en ai rencontré plein, une de 5 ans qui s'appelle Rosie, et son frère il est autiste, et sa mère elle est en fauteuil roulant. Donc je voulais juste dire que là c'était aussi grave, mais je veux dire qu'il y en a des encore plus jeunes, ouais, merci en fait d'avoir fait connaître en tout cas ce terme, et n'hésitez pas à aller voir Jade, Jeunes Aidants Ensemble sur Instagram, Facebook, Twitter, voilà. L'association à Lyon, la Pause Brindille, nous disait qu'il y avait 1 million d'enfants qui étaient dans ce cas. J'ai retenu ce chiffre qui m'a paru énorme, mais alors, 1 million de pour foyers. Pour l'instant c'est estimé à 700 000, mais c'est sous-estimé, donc on dit 1 million. Parce qu'en fait, jeunes aidants, le terme, il n'est pas connu. Donc la plupart des enfants, en fait, ils ne connaissent pas. Donc c'est pour ça que nous aussi, on fait de la sensibilisation au sein des écoles. Mais en fait, ça reste un sujet très, très complexe. Parce que
les parents se sentent coupables qu'on puisse dire que leurs enfants sont des jeunes aidants. Et du coup, c'est un peu compliqué d'aller dire aux parents, bah, votre enfant il a besoin d'aide parce qu'il a trop de poids sur ses épaules à son âge. Et du coup, nous, on s'occupe de faire des ateliers répit pour les enfants. Donc on les prend avec nous une semaine. On a plusieurs ateliers en France et où ils font du cinéma, ils écrivent des livres, ils font plein d'activités pendant une semaine. C'est gratuit pour eux. Et ça leur fait vachement de bien parce qu'en fait, ils écrivent, ils racontent leur vie à travers des films et des livres ou en BD. Enfin, ça dépend des âges aussi, ce qu'ils font. Et ça leur fait vachement bien d'en parler et de se retrouver entre jeunes aidants. Parce que du coup, ils se comprennent. Parce que, comme dans le film, on voit que c'est compliqué pour les jeunes aidants de se faire des amis parce qu'ils sont aussi beaucoup plus matures que les autres. Donc là, ils se sentent enfin bien pendant quelques temps, on va dire. Et pour répondre à ta question, le terme jeunes aidants, d'abord il n'est pas dans la pièce, parce que je ne crois pas que ce soit ce terme-là en Écosse ou dans le monde anglo-saxon. Et on a écrit, d'ailleurs le terme n'est pas dans le film non plus. Et je crois ce terme-là, on l'a quasiment entendu pour la première fois, quasiment pendant l'écriture du scénario, ou même presque à la fin de l'écriture du scénario. Et c'est des choses qui me touchaient de près ou de loin, même de très près. Et c'est vrai que c'est un terme qu'on entend maintenant beaucoup plus depuis, mais qui à l'époque, parce que ça date d'il y a 4 ans, là, le début de l'écriture, on n'avait pas connaissance. Non mais c'est vrai que c'est un terme, on essaie de contribuer à ça, que ce soit de plus en plus connu. Après nous, l'association, elle est créée depuis 2016, donc, elle existait avant, mais elle n'avait pas été... réellement créée elle n'existait pas avec son vrai nom, son nom actuel, mais c'est un terme qui n'est pas du tout connu. Moi je sais que quand on fait des interviews ou quand on va questionner des gens dans la rue, ils connaissent pas du tout le terme de jeune aidant. Et après il y a aussi jeune adulte aidant, mais là ils sont déjà un peu plus âgés, donc là ça concerne plus les jeunes aidants. Et ça me fait penser par association d'idées l'illustratrice qui fait les dessins du générique, qui donc a fait tous les dessins du carnet de Lucie. C'est Louise qui bossait dans l'équipe de décoration, qui a proposé, puisqu'on avait besoin de quelqu'un pour faire ça, une amie à elle, et en fait, elle s'appelle Justine. J'allais l'appeler Justine, mais c'est son prénom. Bon, j'ai un petit trou, mais sa mère avait la sclérose en plaques. En fait, elle a fait beaucoup de bandes dessinées où elle symbolise la sclérose en plaques par une espèce de spectre, de fantôme. C'est assez étonnant parce que quand Fabien parlait de l'étincelle de départ de Miyazaki, c'est qu'on s'était dit tiens, il va y avoir un monstre dans l'histoire. Et ce monstre a disparu finalement du scénario au fil des années. Mais finalement, après, avec Faustine Jacot, elle s'appelle, illustratrice, et elle représentait la sclérose de sa mère par une espèce d'ombre, comme ça, de monstre. Voilà. Et puis le personnage aussi s'est mélangé de William. Moi, j'ai mon ex-beau-frère que j'aime beaucoup, qui a eu un très grave accident et qui travaillait dans un golf. Ça, c'est des éléments du réel qui sont rentrés dans le film. Et donc Cédric, il travaillait dans un golf. William, on ne le voit pas beaucoup, mais il travaille dans un golf, et il travaillait dans un golf. Et donc Cédric travaillait dans un golf, et il s'est fait rouler dessus par un tracteur en le réparant. Donc il a eu un accident terrible, et puis après il a eu une fille, puis sa femme a eu un cancer. Il fume beaucoup d'herbe, il répare des motos, et il joue à des jeux de zombies la nuit. Donc voilà, il y a des éléments comme ça qui sont réels, qui sont venus rentrer dans l'histoire. Et le chef électro du film, il a grandi à Chelles, là où on a tourné, et sa mère avait une sclérose en plaques. Et donc lui, on tournait à Chelles dans sa ville, il était au lycée dans lequel on a tourné, et il a des souvenirs de sa mère, et plus savoir où elle est, parce qu'elle est tombée, parce qu'elle est malade. Voilà, c'était des petites anecdotes. Non mais c'est génial, c'est bien parce que je pense que le film on montrera aux enfants, parce que je pense que du coup à leurs âges en tout cas, ça les fait rêver un peu, voilà. Mais je sais qu'il y en a pas mal pendant les ateliers cinéma qui représentaient la maladie d'un proche par les petits trucs, les petits virus. Il y en a un qui avait fait une planète de virus.
et lui c'était Superman et tout. Enfin, donc je pense qu'il y en a plein, en tout cas des enfants qui l'illustrent avec oui un spectre ou quelque chose aussi peut-être parce que c'est plus facile pour eux d'en parler comme ça. Mais donc je pense que le film, ça peut vachement les aider aussi à, je sais pas, peut-être les pousser à avoir une passion. Je sais pas. En tout cas, merci encore. Merci. Oui, un petit peu dans le prolongement, je voudrais savoir s'il y a eu un travail spécifique d'écriture. Vous avez dit par bribes certains choix que vous avez faits. Vous avez l'air de vous être pas mal éloigné de la pièce de départ. Est-ce que c'est le cas ou pas? Est-ce que vous avez aussi pris du temps avec des aidants, justement, ou des jeunes aidants, comme ça a été dit là? Et juste, moi, ce que je trouve très, très touchant, c'est qu'on voit vraiment la relation père-fille, plus que la maladie, en fait. En tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était ça qui était très beau, la manière dont il sépare, la manière dont elle grandit, la manière dont lui, il accepte un moment, il tombe dans le réel quand l'assistant social arrive. Lui, il arrive à retourner dans le réel, alors qu'elle, elle voudrait continuer leur petite fiction, leur petite bulle. J'ai trouvé ça très, très juste et très beau. Voilà, c'est plus sur la question sur l'écriture, quoi. Sur l'écriture, c'est vrai que... alors, il y a quand même des coïncidences, parce que quand Olivier parle de son ami qui joue à des jeux de zombies la nuit, dans la pièce aussi, William, il joue à des jeux de zombies la nuit. Donc, en fait, il y avait des... Vous savez, des fois, la fiction est encore plus vraie que la réalité. Ça arrive assez souvent. Donc, il y avait ce genre de choses auxquelles on s'est accroché, du coup. Les éléments du réel, vous voyez, qui faisaient écho à la fiction. Après ça, j'ai l'impression que dans la pièce, au fur et à mesure de l'écriture, c'est une écriture qui a quand même duré assez longtemps, où finalement, on a fini par s'accrocher à ce que vous mettez en valeur, qui est le père et la fille. En fait, c'est les deux éléments qu'on a beaucoup gardés, avec le personnage qui est joué par Joseph, de ce jeune homme un peu comme ça, un peu différent, plein d'imagination, très audacieux, voilà. Et donc en fait, j'ai l'impression que ce qu'on a gardé le plus, c'est ce trio-là et le ton. Et vraiment cette... La pièce était beaucoup plus débridée. Il y avait beaucoup plus de personnages, elle partait beaucoup plus dans tous les sens. Donc dans un film, on a besoin quand même d'un fil, d'une espèce de flèche qui... c'est comme Juliette, on s'est concentré sur ces deux personnages-là. Et après, dans l'écriture aussi, par rapport aux aidants et au travail, on s'est beaucoup documenté. On n'a pas, en tout cas pour notre part, rencontré spécialement des aidants, mais parce qu'il y avait aussi le désir de, ce que disait Olivier au tout début, de ne pas être trop misérabiliste. Et il y avait la crainte si on se concentrait trop là-dessus, de devenir un film sur la maladie, alors que c'était pas du tout ça. C'est aussi pour ça qu'on a pris le personnage à cet âge-là, parce que c'est l'âge où vous devez essayer de partir de chez vous. Et en fait, là, il y a une force qui l'aspire vers son père, qui n'est pas une force positive. Donc, on voulait plus se concentrer là-dessus, sur l'idée qu'elle doit vivre sa vie, construire sa vie, que vraiment se concentrer sur le côté aidant. Il se trouve c'est une jeune aidante, mais ça, c'était déjà présent dans la pièce, pour le coup. C'était très présent. Et alors, comment est-ce que vous avez choisi cette musique qu'elle écoute en boucle, là, qui est vraiment un vrai contrepoint, l'italo-pop des années 80? Ça, c'était pas dans le scénario. Au montage, on a essayé beaucoup de musique. Et moi, Dolce Vita, j'ai le 45 tours que j'ai acheté. Bon. Explique ce que ça. Il y a ma maman dans ça. Mais je l'ai volé au Magmod à Strasbourg quand j'avais 13 ans. Et donc, et j'aimais beaucoup la Dolce Vita de Ryan Paris. Et ça, c'est ce qu'a un peu évoqué Fabien, c'est que le monde du film, il est un peu hors du temps. Il est entre une jeunesse contemporaine, puisqu'on tourne avec des vrais adolescents de Shell, parce que Justine Lacroix, à l'époque, elle a quasiment l'âge de l'héroïne, et puis voilà, elle a grandi aujourd'hui. Et il y a plein d'éléments qui viennent aussi plus de peut-être notre adolescence à chacun, et des éléments précis. C'est comme une Madeleine de Proust, ce morceau, pour moi, quoi. Et puis il y avait évidemment un truc qui fonctionnait au-delà du rythme, c'était une espèce de commentaire un peu ironique, puisque les paroles c'est Dolce Vita, on vit la Dolce Vita. C'est un morceau assez mélancolique d'ailleurs, en fait, au fond. La Dolce Vita, le film aussi d'ailleurs, mais ça faisait, voilà, elle arrive chez elle, la Dolce Vita, puis son père il est en train d'essayer de gratter un morceau de shit,
Il est en robe de chambre alors qu'il est 17h. En plus, la musique, c'est vraiment le plaisir d'Olivier. Donc on savait qu'on était vraiment entre de bonnes. Si je dis pas de bêtises, la Dolce Vita, on a failli pas l'avoir. Oui, c'était compliqué, c'était cher. On a dit à Olivier, non, c'est trop cher, on l'aura pas. Ah, c'est dommage. Bon, je vais trouver une autre musique. Alors, on a essayé d'autres morceaux. Et au bout de beaucoup de jours d'essais, il est revenu vers nous. Non, mais quand même, la Dolce Vita, c'est quand même pas mal. Donc il lâchait pas le mot. Donc on lui faisait très confiance sur la musique. Oui, bonsoir. Bravo pour le film. Moi, j'ai travaillé dessus en peinture et donc j'ai des souvenirs un peu des décors quand on est arrivé qui étaient terriblement glauques, les lieux en tant que tel. Et le fait que les maisons, le décor est fait en 2 maisons, en 2 parties. Je voulais savoir pour vous comment ça s'était passé le tournage. C'était compliqué de tourner comme ça en séparant le décor en 2 ou est-ce que c'était facile? Parce que comme c'est adapté d'une pièce de théâtre, et une pièce de théâtre c'est une unité de lieu, la scène, et nous on s'est forcé vraiment de rendre ça cinématographique, et du coup cette maison c'était presque un personnage en soi, parce que pour casser le côté théâtral, il fallait qu'il y ait plusieurs entrées, que ça donne sur un jardin, quoi. Mine de rien, il y avait plein de conditions pour trouver ce décor complexe. Et donc finalement, on a trouvé une maison avec Thomas Bakeni, qui était le chef décorateur. On a sillé une échelle à pied, à vélo. Et donc on a trouvé cette maison qui était la maison du prisonnier. Quand on est allé voir la famille qui était à côté, qui était... Et je réponds pas à ta question, mais je vais répondre, pardon. Mais bon, bref, c'était une maison, on ne savait pas si elle était abandonnée, si le propriétaire était en prison. C'était très glauque, effectivement, à l'intérieur. Notamment la chambre était recouverte de posters porno. On avait l'impression que le type qui avait passé beaucoup de temps en prison, s'était refait une chambre qui ressemblait à sa cellule de prison. Enfin, c'était impressionnant. Mais en même temps, elle avait aussi un certain charme avec ce jardin. Mais on a rajouté un étage. C'est-à-dire qu'on a tourné avec une autre maison abandonnée. On a rajouté un étage à la maison. D'ailleurs, si Didier, qui est là, un ami à moi, qui, je ne sais pas si, parce que je sais qu'il a toujours été attentif à ce genre de choses, mais en fait, il n'y a pas de premier étage dans cette maison. Mais il y en a un dans le film. On a rajouté un étage, mais on ne s'en rend pas compte. Donc on a, à Chelles, on a mis un morceau d'escalier dans l'entrée, mais il n'y a pas de premier étage, et on a raccordé avec un autre premier étage d'une autre maison à Pantin. Donc c'est vrai que c'était une gymnastique un peu compliquée. Toutes les chambres et tout ça sont dans une autre maison. Mais après, le fait de tourner dans le désordre et de cette gymnastique-là, c'est ça, faire des films, quoi. À force, on s'habitue. Parce qu'au début, on vous dit toujours « Ah, mais on va tourner dans l'ordre chronologique », puis en fait, non, parce que faut mutualiser les décors, pour le pognon, pour un tas de raisons, la météo, j'en sais rien. Donc, en fait, on a l'habitude que ça soit que des moments, des fragments. Et notre travail, c'est d'avoir la vision d'ensemble. C'est pour ça qu'on travaille avec des scripts qui sont sur tous les détails. Je sais pas, pour prendre un exemple concret, un personnage, Paul Vord, ouvre une porte, et 2 semaines après, on tourne à l'intérieur de la chambre, il rentre. Donc la script, elle va dire, ah bah, elle a noté qu'il était essoufflé, ou qu'il était dynamique, ou qu'il était comme ci. Donc on fait ça en permanence, et ça... Ouais, ça va. Ça a été tourné en combien de jours? Une toute dernière question, madame. Combien de jours de tournage? C'était, je crois, 36 jours. Moi, j'ai jamais eu autant, mais il y en a qui ont beaucoup plus. Hein. Tati, il a mis 1 an à faire Pétaille, mais... Moi, je voulais savoir, vous avez dû être en contact avec l'auteur de la pièce pour obtenir les droits de faire cette adaptation. Et jusqu'à quel point vous avez été en contact avec lui? Est-ce que vous allez lui montrer le film ou est-ce que vous lui avez déjà montré? En fait, on a eu beaucoup de mal à rentrer en contact avec lui parce que c'est un homme qui dirige le Théâtre National d'Écosse. Donc c'est un auteur quand même très réputé et son agent faisait... Voilà, c'était très compliqué d'avoir les droits et on a fini par dire à l'agent, mais obtenez-nous un rendez-vous et on va aller le voir à Édimbourg et on se fait fort de convaincre. Et en fait, on a eu beaucoup de chance parce qu'en fait, on est arrivé à Édimbourg, je vais vous dire s'il y a longtemps, on est arrivé à Édimbourg, c'était le lendemain du vote du Brexit. Et David Gregg, il est très politisé, c'est un homme très à gauche.
comme le montre d'ailleurs, voilà, hein, c'est pas pour rien. Alors que vous êtes très à droite. Alors que nous, on est très à droite. Et en fait, du coup, quand on est arrivé au restaurant pour déjeuner ensemble, on n'a pas parlé du tout de la pièce. Il nous a dit, je présente mes excuses, quoi. Au nom de l'Écosse, je vous présente mes excuses, je suis tellement désolée qu'on quitte l'Europe, etc. Et donc, en fait, on a parlé de l'Europe et du Brexit pendant 3 heures. Et au bout de 3 heures, il nous a dit, mais allez-y, prenez les droits, allez-y, faites-le, quoi. Voilà. Après avoir fait ça, il ne pouvait pas dire non. Et pour répondre à votre question, il n'a pas encore vu le film. Il devait venir mardi à l'avant-première au Hall. Et malheureusement, il a un Covid long, enfin bref, il ne pourra pas venir. Mais on va lui envoyer évidemment un lien. On lui a envoyé toutes les versions en fait, de traitement, du scénario, etc. Et on n'a jamais eu vraiment de retour. Sachant qu'après ça, David, il ne parle pas français. Oui, donc c'était les versions. Donc en fait, il ne pouvait pas lire. Il y avait une version anglaise qu'on lui envoyait quand même. Mais il nous a laissé vraiment, il nous a dit allez-y. C'était pas, je crois pas que ce soit sa pièce phare par ailleurs. Il avait écrit beaucoup de pièces. C'est pas sa pièce la plus connue. Et une fois que le Brexit est passé, il a été vraiment très cool. Mais c'est un type extrêmement sympathique. Au-delà d'être très talentueux, il est vraiment sympathique. Ce qu'on peut, juste pour si on a 3 minutes, mais sur l'anecdote de la pièce, il y a une anecdote qui est assez drôle, c'est qu'on prend les droits de la pièce, on rencontre Olivier, on commence à parler du film, et puis on se dit, bon, nous on coproduisait le film, donc on avait pris les droits, mais il nous fallait un partenaire costaud qui est Haut-et-Court, qui sont des grands productrices, et du coup on leur envoie la pièce, parce qu'on les connaissait, on leur envoie la pièce. Et il faut dire que les pièces de David Gregg, elles sont écrites sans nom de personnage. C'est juste des tirets, et on comprend au début qui parle, et après c'est sacrément compliqué. Et elles nous disent, écoutez, catastrophe, on n'a rien compris, on voit pas du tout, vous voyez un film, nous on le voit pas, etc. Alors que nous, toi, on aimait beaucoup le oui, texte. Moi, j'avais pas vu la pièce, mais... Oui, on aimait beaucoup le principe dynamique, et on s'est dit, c'est pas grave, on va écrire un traitement, donc tous les 3, on a écrit un traitement ensemble. Olivier a fait appel à une amie graphiste qui nous a fait ce qu'on appelle un mood board avec des photos de références, etc. Et on a envoyé ça à Haut-et-Court, et en tout cas pour ma part, c'est la première fois où Haut-et-Court a accepté le traitement dès la première version, et on est passé directement au scénario. Moi, ce qui m'était jamais arrivé, c'est-à-dire ils ont dit, mais c'est génial, on veut absolument faire ce film, et bascule entre la lecture de la pièce et la lecture du film, c'était assez drôle. Donc, vive le Brexit. Vive le Brexit. Je ne sais pas. Merci infiniment. Olivier Auginet, Fabienne Suarez. Merci à Haut-et-Court qui nous a permis d'organiser cette avant-première. Le film sort mercredi.